Bonjour à tous. Bonjour. Et merci d'être restés si nombreux. J'ai pas dit d'être venus parce qu'il y en a plein qui sont partis, c'est pas bien. Bref, en tout cas, merci encore une fois d'être là. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la Compagnie des Traqués, compagnie basée à Saint-Jean-de-Bray. On existe depuis 2020. On a eu la bonne idée de créer cette compagnie pendant le Covid. Voilà. Et on vient donc aujourd'hui vous présenter un spectacle de lecture théâtrale constitué à partir de textes principalement et exclusivement de la littérature en français. Ce sont des textes qui sont travaillés, mis en bouche, répétés, etc. Mais vous allez voir, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de choses grandiloquentes, il y a simplement un travail de comédien sur des textes. Et le premier texte que nous allons présenter devant vous est un texte d'un poète local qui s'appelle Jean-Michel Germain, poète de Saint-Jean-de-Bray, et qui nous parle de quelque chose de saison, puisqu'on va vous parler du marron. Ah oui. Ah, non. Vous voyez. Un marron. C'est beau un marron. C'est marron un marron. Un marron, c'est doux. Ça brille. C'est rond. C'est léger un marron. Sauf s'il tombe de son marronnier. Un marron. C'est con un marron. Comme celui qui m'est tombé sur le front. Un marron. C'est lisse et c'est rond. Comme la bosse que j'ai sur le front. Un sacré nion. J'ai mal et j'ai l'air con. Comme un marron. Je comprends mieux l'expression recevoir un marron. Bon, il ne m'a pas fait marrer, mon marron, en tombant de son marronnier. C'est pas gravissime. C'est la gravité. Oh, ce new pomme, il me prend pour une tonne. Je l'ai ramassé, le marron tombé depuis son marronnier, jusque sur mon nez. Maintenant, je le garde dans ma poche. De la nature, il me rapproche. Souvent, ou bien parfois, je le caresse du bout des doigts. Dans ma poche, tout au fond, personne n'en sait rien. Il est doux, il est rond, il me calme, mon marron. Finalement, je l'aime bien, mon marron tout rond, mon marron tout con. Bravo. Et du même Jean-Michel Germain, nous allons faire un petit tour avec les chiens et leurs maîtres. Et comme dit le proverbe, qui se ressemble. Ça semble. Merci. J'ai connu un Vosgien qui avait un dalmatien. Il mangeait dans du chien. Le Vosgien? Pas le chien. J'ai connu un Chinois qui avait un Pékinois. Il mangeait des noix. Le Pékin? Pas le chien. J'ai connu un clergyman qui avait un Doberman. Il mangeait des bananes. Le chrétien. Pas le chien. J'ai connu un musicien qui avait un caniche nain. Il était un peu cabot. Le croque-nappe? Pas le chiot. J'ai connu un militaire qui avait un petit cocker. Il n'aimait pas la guerre, Le chien? pas le crétin. Benjamin 203. Revoilà Jean-Michel qui nous parle d'animaux, ceux qui sont partout avec nous. Chevaux de bois. Pigeon d'argile. Canard en plastique. Mouton sous le lit. Puce à l'oreille. Estomac dans les talons. Les animaux sont partout. Araignée au plafond, chat dans la gorge, fourmis dans les jambes, grenouilles dans le ventre, ver de mirliton, Vincent Milane dans un pré. Les animaux sont partout. Tigre de papier, mythe au logis, la pie qui chante, courir de lièvre, la chèvre et le chou, un chien de ma chienne. Les animaux sont partout. Des idées loufoques. La queue du loup blanc.
les trois montés, le lapin agile, un œil de perdrix, celui d'un lynx. Les animaux sont partout. Et un raton laveur. Sans parler du chien. Bienvenue parmi nous. Et pour en finir avec Jean-Michel, voici le ramoneur qui passe sur le toit, tout en douceur, tout en noirceur. Dans les bras de Morphée, j'étais en mode rêveur. C'est un petit ramoneur qui m'a réveillé. Sur la porte d'entrée, il a frappé avec ardeur. Il m'a fait l'honneur de me solliciter au titre de nettoyeur. Mais quelle erreur! Je n'ai pas de cheminée et j'en ai grand regret. Le chauffage électrique, c'est moins romantique. Tout cela me laisse une drôle d'impression. Et savez-vous qu'à propos d'impression, nous avons recueilli celle de Gutenberg dans son atelier de Mayence. Gutenberg, souvenez-vous, c'est cet homme qui invente la première machine à imprimer. Et son souci avec son employé, c'est de savoir ce qu'il fallait justement imprimer. Donc, retrouvons-les tous les deux en tête à tête, en pleine discussion. Ah, mon ami, cette fois, c'est au point. Maître, je crois bien qu'enfin cela fonctionne, et c'est plutôt rapide. Lait, beurre, biscottes, croquettes pour le chat. Mais mon pauvre ami, on va essayer d'imprimer autre chose qu'une liste de courses. Ma femme trouve cela pratique, la liste de courses. Bon, c'est vrai que s'il faut 2 jours pour l'imprimer, on risque de mourir de faim. Et puis ma femme, elle va pas être contente. Ouais, bah votre femme, je m'en tamponne l'encrier. Oh maître! Un calendrier des pompiers, Une carte postale, un guide culinaire, une bande dessinée, un almanach, un catalogue, les 3 Suisses, la redoute, une carte routière, une notice Ikea, un ticket de métro, un billet d'avion. oh, un billet de banque. Assez. Essayons plutôt un texte original. La Bible. Yes! Pardon? Je veux dire oui. Ah, mais nous allons nous heurter au corps clérical. Ah, cela, dès qu'il s'agit de progrès, on va au procès. Allez, ils vont y trouver à redire et dire qu'il s'agit d'une invention diabolique. Ça, c'est sûr. Quand les inquisiteurs espagnols se servent d'une presse pour réécraser les mains des suppliciés, ça va. Mais si on imprime la Bible, on est des antéchrists. Ah ça, ils préfèrent des manuscrits qu'on peut enterrer dans des amphores pour finir dans les caves du Vatican avec la bénédiction du pape et l'interdiction d'en communiquer les contenus. En tout cas, il faut s'y mettre, ça presse. Vos jeux de mots sont pitoyables. Et si on imprimait un papier sur lequel on vanterait mes qualités afin de me faire élire à la tête de la ville? Mais mon pauvre vieux, mais votre tête aurait bientôt de finir au bout d'une pique au milieu de la place du village. Bah, pourtant, cela me paraît une bonne idée. On appellerait cela, voyons, publicarem utilitarium. Stupide homme. Chaque fois que j'ai une idée, c'est pareil, c'est nul. Mais Monsieur Gutenberg, alors là, c'est super, c'est génial. J'ai connu un gars à Amboise, c'était pareil, un rital. Fallait qu'il remonte à tout le monde. Et que je t'invente des trucs qui volent, qui rampent, qui creusent, qui tuent. On peut dire d'ailleurs que lui, pour inventer des trucs qui tuent, il est en avance sur son temps. Pour tuer, les mecs, ils ont des idées. Mais pour sauver ou soigner, il n'y a plus personne. Le désert de Gobi. Bon, ça y est, là, on va pouvoir bosser au lieu d'écouter vous billevesez. Je vais encore avoir les mains noires, mes vêtements vont être souillés et ma femme va me faire vivre l'enfer. Eh oui, comme le dit Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Jean-Paul qui? Sartre. D'où il sort celui-là?
jamais entendu parler. Décidément, vous n'êtes qu'un ignare. On en parle sur Wikipédia. Nous avons dans notre troupe la fâcheuse manie de revisiter l'histoire. Que voulez-vous? Nous sommes de grands rêveurs. Et voilà 3 enfants en plein sommeil. Nous allons vous emmener dans leurs rêves, plein de choses bizarres, comme seuls les rêves savent en fabriquer. 172 984, 172 985, 172 986. Laure, t'es sûr que ça va? J'ai bientôt fini. Je n'en ai plus que pour 200 ans. Tu fais quoi au juste? Bah, je dois compter le désert pour l'interro de janvier 2201. En m'organisant bien, et si je suis pas trop dérangée, je devrais y arriver. Bon, j'en étais où, moi? Ah oui. 132 624, 132 625, 132 626. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Ah, et toi, tu fais quoi? Ben, comme tout le monde, à cette heure-là, je dors. Pourquoi? Il est quelle heure? L'heure de la 2e phase de sommeil profond. 3 heures par là. En tout cas, moi je dors pas. Hein. Je suis trop occupée. C'est ce que disent tous ceux qui rêvent, hein. Comment dormir alors qu'on a tant de choses à faire? 227 384. Non, 385. Attends. Oh, j'ai perdu le fil, là. Oh, 174 847. Ah, je ne sais plus. Oh, je vais pas tout recommencer quand même, hein. S'il te reste 200 ans, c'est jouable, hein. Attends, tu me dis là que je suis en train de rêver? Bah, je te trouve en train de compter le désert grain par grain. Il vaut mieux pour toi que ce ne soit qu'un rêve. Bon. Et je peux savoir ce que tu fais dans mon rêve? Oh, oh, je t'arrête, hein. C'est plutôt toi qui es dans mon rêve. Oh, et à quoi vois-tu que c'est ton rêve et pas le mien? Tu ne reconnais pas mon désert? Bon, t'as raison, Bah, oui. il est moins rouge et moins lunaire que le mien. Ah, mais tout à l'heure, quand on rejoindra l'air de réveil sur les chameaux volants, eh ben, ce seront mes chameaux. Bon, allez, disons qu'on partage ce rêve, après c'est tout. C'est curieux, hein, quand même. Hein. On se supporte toute la journée en classe. Et en plus, il faut qu'on se retrouve la nuit dans mon rêve. Tant qu'à faire, j'aimerais autant partager mon rêve avec Angelo. Ah oui? Là, tu le sais bien. Ah, et tu ferais quoi s'il était là? Tu serais comme d'habitude, t'oserais même pas lui parler. T'es folle? S'il était là, au contraire, j'en profiterais pour lui dire pour lui dire tout. Oui, bah ok, on va voir. Il est ici. Je te crois pas? Angelo dans ton rêve? Mais comment tu fais? J'ai la technique, hein, c'est tout, ça s'explique pas. Il y a un monde fou dans ton sommeil. Pas étonnant que le matin, tu fasses cette tête-là en arrivant en cours. C'est plus fort que moi, il faut que je partage. Bon, et il est où, Angelo? De l'autre côté de la rivière qui monte, il répare les filets. Les filets? La rivière qui monte? Oh, ils sont bizarres tes rêves, hein? Bon, tu veux que je l'appelle ou pas? Bon, t'es sûr de toi, hein? C'est bien lui. Vous êtes là aussi, vous. Ça tombe bien, vous allez m'aider à recoudre les mailles de mes filets. Pas de problème, Angelo. Mais pourquoi réparer des mailles de filet à poisson dans le désert? Bah, c'est un désert de rêves. Tout est possible dans les rêves, non? Oh, si tu pouvais dire vrai.
Écoute, demande à Aline. C'est son désert après tout. Quand j'y pense, il me reste à peine 200 ans pour réparer ces milliards de trous. Je n'y arriverai jamais. Bon, si tu veux, quand j'aurai fini de compter mes déserts, hein, je te donnerai un coup de main. Sans doute pas avant 150 ans. Hein. Oui, mais il faut à tout prix que je décroche une bonne note à mon interro de filet. Eh bien, moi donc, à mon interro de sable, si je me plante, mon prof m'a dit que j'aurais tout un océan à compter, vague par vague. Et moi, tout un ciel, étoile par étoile. À deux, on devrait y arriver. Il y a peut-être une explication. On a tous pensé les uns aux autres avant de s'endormir. Et du coup, nos rêves ont pris le même chemin. C'est vrai? Tu as pensé à moi avant de t'endormir? Je ne me rappelle plus bien. Tu sais, c'était dans la réalité. Et va savoir comment ça se passe là-bas. Si. Moi, je pense que c'est une bonne explication. Seulement, ah ben, il faudrait que ça marche aussi en sens inverse. Que tout à l'heure, en se réveillant, on garde les mêmes rapports entre nous. Oui, mais Angelo a raison. Peut-être qu'on n'osera plus se parler comme on parle maintenant. On se sentira plus gêné. Retenu. Timide. Peut-être même qu'on ne se parlera pas du tout et qu'on ne deviendra jamais amis. Oh non, ne dis pas ça. Je ne dis rien. Vous voyez ce que je vois? Ça y est, c'est l'heure du passage des chameaux. Chacun sa bosse. Oh non, pas déjà. On commençait à peine. Je crois qu'il me semble que j'avais un travail à finir. Et moi aussi, pour dans 200 ans. Mais impossible de me souvenir quoi. Un truc de fou, Oh, sûrement. vous finirez la prochaine fois. Des rêves, vous en ferez d'autres. Hein. Ensemble? Il n'y a pas déjà quelqu'un sur le chameau bleu, là, tout au fond? Ah oui, sur le chameau dauphin, on dirait 2 silhouettes. Oh ben dis donc, Aline, ce ne serait pas ton père monté sur le même chameau que Madame Baldard, la prof de gym? Et si, c'est lui. Oh, bah oui, vous avez raison. C'est louche. Il faut que je pense à lui demander des explications tout à l'heure, quand je me réveillerai. Enfin, si tu te souviens de mon rêve. Tu veux dire du bien? Angelo, quand on sera revenu tout à l'heure et qu'on se reverra, ce serait bien si... Enfin, il faut que tu m'aides, que tu... 172 987, 172 988, 172 989. Laissons là les rêves qui ne sont faits que pour décorer nos nuits et revenons sur Terre. Tellement sur Terre que nous allons vous parler de quelque chose qui est vraiment terre à terre et que même quelquefois nous trouvons dans nos chaussures. Je veux parler du caillou. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets un caillou sur ton oreille? Tu crois que c'est un téléphone? Allô? Il y a quelqu'un dans l'appareil? J'écoute. Toi, t'écoutes quoi? Le caillou? Hein? Mais t'es bête ou quoi? Ça parle pas, un caillou. Qu'est-ce que t'en sais? Eh ben, je le sais, c'est tout. C'est les humains qui parlent, pas les cailloux. Ah ouais? Alors pourquoi on entend la mer dans les coquillages? Parce qu'il y a de l'eau dedans. N'importe quoi. C'est toi qui dis n'importe quoi. D'abord, c'est
Qui c'est qui les interroge? On dit pas qui c'est qui dit. Qui est-ce qui les interroge? Les scientifiques. Je te crois pas. Si tu ne crois pas, t'as qu'à le demander à la maîtresse. Fais voir. Non. Celui-là, il est à moi. Va t'en chercher un autre. Bah où ça? Eh ben, par terre. Oh, ben il y en a que des tout petits ici. Regarde, ils sont minuscules. Va voir au fond de la cour. Sous les plantes. Là-bas? Oui, c'est là que j'ai trouvé le mien. Merci. Et comment je sais si c'est un caillou qui marche? Bah, faut écouter. Et combien de temps? Je sais pas. Je viens de commencer. En plus, t'arrêtes pas de me déconcentrer. D'accord. J'y vais. Ah, mais je te jure, elle comprend rien à la nature. Et tout ça pour un malheureux caillou, même pas dans une chaussure. Enfin, le texte suivant va nous emmener dans une famille à l'heure où les enfants révisent leurs leçons et font leurs devoirs sous les yeux de leur mère, qui perd de patience. Quant au père, il rentre du travail, persuadé qu'ils sont les seuls à supporter le poids de leur journée. Alors Léo, qu'est-ce que fait Louis XVI en 1774? Il meurt. Tu te pètes ma tête. C'est le cas de le dire. En quelle année il est mort, Louis XVI? C'est pas une réponse, ça. Louis XVI a été décapité en 1793, Léo. Et en 1774, c'est-à-dire presque 20 ans avant, il a renvoyé successivement Turgot, puis Necker, qui préconisaient des républiques. C'est comme ça que tu apprends tes leçons. Je vais te dire, moi, comment on apprend une leçon. On la lit 3 ou 4 fois à voix haute, puis tout bas. Ensuite, on cache et on s'exerce à réciter ligne après ligne. Surnommé le bien-aimé, Louis XV le sera guère longtemps. Oh là là, quelle journée! Tiens, la lampe ne s'allume pas. Ah bon? Ça doit être l'ampoule. T'as pas d'ampoule de rechange ici? J'ai pas d'ampoule de rechange. Et toi, y a pas écrit magasin d'électricité là? Attends, avec la journée que j'ai eue, les Américains sur le dos depuis 8 heures ce matin, le téléphone qui n'a pas arrêté. S'il faut que je m'occupe des ampoules quand je rentre... Et moi? Tu crois que je m'amuse? Toute la journée, j'ai galopé l'école, le supermarché, la lessive, et ta mère qui m'a tenu une demi-heure au téléphone, alors que je devais emmener la petite chez le dentiste. Et celui-là qui n'est même pas capable d'apprendre. Mais arrête là, on se tait là. Et c'est comme ça qu'on rentre le soir à la maison. Non, mais moi je vais vous dire, moi, comment on se comporte quand on rentre le soir à la maison. Alors toi, papa, tu ramasses ton cartable, tes clés, tu remets ton impair et tu ressors. S'il te plaît. Et moi, je fais quoi? Toi, maman, quand tu entends papa arriver, tu souris et tu dis « Bonsoir, mon chéri, pas trop fatigué ?» Moi, mon chéri, pas trop fatigué? À toi, papa. Si, mon amour, mais je suis si heureux quand je te retrouve. Si, mon amour, mais je suis si heureux quand je te retrouve. Allez, papa. Et maintenant, tu poses tes clés, ton cartable, là, sans bruit. Tu accroches soigneusement ton impair au porte-manteau, tu vas pour allumer la lampe, tu vois que ça ne marche pas, qu'est-ce que tu dis? Mais non, sûrement pas. C'est pas une réponse, ça. Tu dis, par exemple, oh, l'ampoule est cassée. Quelle chance, ma Béatrice. On va souper aux chandelles. Pauvre gamin, il est pris entre deux feux par ses parents. Je suis sûre que cela vous rappelle de bons souvenirs en tant que parent. Lorsque vous étiez vous-même enfant maudissant ce sacré Charlemagne. Mais voici
voici ce que pense Descamps, le grand Jacques Prévert. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire l'offrant. Et il efface tous les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. En voilà un à qui il sera pardonné d'avoir eu la tête en l'air. Mais attention, car à être trop distrait, on finit par faire des bêtises, voire même d'avoir un accident, comme le pauvre Léon de Bobby Lapointe. Il a du bobo, Léon. Il porte un bandeau, Léon. Il a du bobo, Léon. Oh, pauvre Léon. D'abord, il s'appelle pas Léon. Je me souviens plus de son nom. Mais ça n'a pas d'importance. Je peux tout de même pas l'appeler Hortense. Il a du bobo, Léon. Il va peut-être canner, Léon. Il a du bobo, Léon. Oh, pauvre Léon. On l'a mené à l'hôpital pour soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part. Et il est mort. À propos d'hôpital, nous allons remonter le temps et revenir à l'époque où tout le monde portait des masques à cause de ce microbe venu de très loin pour semer une pagaille titanesque et mondiale. Heureusement, comme nous le raconte Huguette Barberon, il restait les yeux pour communiquer. Je ne vois que vos yeux. Il y en a des bleus, souvent des verts, quelquefois des pairs. Je les vois marrons ou bien verrons. Ils me regardent timidement, souvent effrontément. Ils sont rieurs. D'autres sont frondeurs, un peu charmeurs et même aguicheurs. Derrière ses lunettes, les prunelles frétillent, telle une vedette, l'œil se maquille. Il me semble critique, un peu énigmatique, de type asiatique, mais toujours sympathique. C'est le reflet de notre âme. C'est notre sésame. Grâce à un clin d'œil, On se sent moins seul. Heureusement, la mode des masques a fini par disparaître. Et c'est tant mieux. La mode, il faut mieux la laisser dans les magasins. Le texte suivant va d'ailleurs raconter l'histoire de cette cliente qui veut acheter un costume à une vendeuse taillée sur mesure. Bonjour madame. Bonjour, un costume de velours, vous n'avez que ça? Oui madame, c'est déjà pas Vous mal. n'avez pas en bleu? Bon, le bleu madame, mais ça ne se fait plus. La tendance c'est moutarde. Dommage que le moutarde ne maille pas. Oh, détrompez-vous madame. Le moutarde irait très bien avec votre teint. Vous pensez que je n'ai pas le teint frais? Au contraire, vous êtes allé. Allez où? Oh ben au soleil, je présume. Ce moutarde depuis ce matin, j'en ai déjà vendu 5. 5, je ne me rends pas compte. Ben 5, c'est beaucoup. Ah bon? Votre taille madame, Il faudrait demander à mon mari. il n'est pas là? Il est parti.
À l'instant, Il y a 2 ans. Entre nous, ça tourne au vinaigre. vous n'aviez pas l'air trop amer. J'ai pris 2 semaines à la montagne. 58. 74. Vous n'êtes pas si large. 58. Vous n'avez pas beaucoup voyagé, hein. 73 Savoie, 74 Haute-Savoie. Non, 58, j'ai un copain dans l'œil. J'espère que ce n'est pas trop douloureux. Les cabines sont juste derrière vous. Ici, Là, entrez, c'est bon pour vous? occupez-vous de vos oignons. Vous voulez me faire pleurer? Laissez-moi essayer en paix. Sinon, J'appelle votre patron. sortez pas de vos estragondes comme ça, madame. Je vous l'avais dit, c'est pas du tout ça. Ah, madame, je ne suis pas d'accord. Il vous tombe très bien. Vous plaisantez, il est plein de défauts, j'ai l'air d'un pot. Non, c'est très bien. Vous trouvez. Oui, très original, de très bon goût. Mais le pantalon n'est pas un peu... Étroit. Étroit, c'est le mot. Oui, peut-être. Et la veste, elle est trop grande, hein. Madame aime les choses cintrées. C'est un peu large. Je peux vous reprendre la taille. Ah mais vous me faites mal. Bah, il faudrait savoir ce que vous Et voulez. cette poche, ça fait tache. Une retouche, je vous l'enlève. Ce bouton m'agace. Oh, bah s'il y a ça, je le fais sauter. Vous êtes folle. Bah, je parlais du costume. Ouais, ça vaut mieux. Le vrai Ça problème, suffit maintenant. Le problème, c'est la manche. la manche. Passez de l'autre côté, vous verrez. Of course, it is a little bit. What else? Avec un costume moutarde, on ne vous posera plus de lapin. Vous parlez pour mon mari. Non, je vous le dis comme je le pense. Une fois n'est pas costume, vous m'avez convaincu, je le prends. Vous ne le regretterez pas. Vous me faites une petite ristourne? Oh bah décidément, vous n'êtes pas coton, hein. Eh non, velours. Mesdames, messieurs, parlons peu, parlons bien et surtout parlons pour ne rien dire. Nous sommes allés chercher dans les textes du grand Raymond DeVos, qui maîtrisait le français comme personne, quelques phrases qui, bien que très correctes, écrites, correctement écrites, ça me le doute. Quand j'ai tort, j'ai mes raisons que je ne donne pas. Ce serait reconnaître mes torts. Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd. Il n'entendait pas mieux. Qui prête à rire n'est jamais sûr d'être remboursé. Je suis adroit de la main gauche et je suis gauche de la main droite. Une fois rien, c'est rien. 2 fois rien, ce n'est pas beaucoup. Mais pour 3 fois rien, on peut déjà s'acheter quelque chose, et pour pas cher. On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Est-ce que c'est en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? Pour Dieu, l'imaginaire, c'est une vue de l'esprit. La fiction, ça le dépasse. Une rengaine, c'est un air qui commence par vous rentrer par une oreille et qui finit par vous sortir par les yeux. On se prend souvent pour quelqu'un, alors qu'au fond, on est plusieurs. Hein. La plupart des gens préfèrent glisser leur peau sous les draps plutôt que de la risquer sous les drapeaux. La grippe, ça dure 8 jours si on la soigne. 1 semaine si on ne fait rien. Lorsqu'un chêne sent le sapin, il sait que sa dernière heure est arrivée. Si tu étais plus belle, je me serais déjà lassé. Tandis que là, je ne m'y suis pas encore habitué. L'autre jour, au café, je commande un demi, j'en bois la moitié, il m'en restait plus. Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Est-ce l'œuf le père de la poule ou la poule la mère de l'œuf? L'intellectuel dont la richesse est tout intérieure n'a rien à craindre du percepteur qui voudrait le taxer sur ses signes extérieurs de richesse. Si l'on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. Pour continuer cette promenade, nous voici dans un jardin public où nous allons rencontrer un personnage fort peu fréquentable, surtout si l'on était une femme. En effet, le texte suivant nous rapporte un dialogue entre un quidam et le sinistre Henri Désiré Landru, celui qui rencontrait des dames pour les dépouiller de leurs biens et ensuite les faisait disparaître en les brûlant dans sa cuisinière.
Ah, on est bien ici, dans ce beau quartier du parc Monceau. De plus, il fait beau, la guerre est finie, et les femmes qui passent sont plutôt agréables à regarder. Comme vous dites, cher Landru. Oh, regardez donc celle qui arrive. Oh, en voilà une que j'aimerais inviter au restaurant pour manger des crêpes flambées. Au fait, le mois dernier, je vous avais croisé en compagnie d'une très belle créature. Comment cela va-t-il avec cette belle personne? Ouais, c'est-à-dire que après l'avoir emmenée un après-midi à Gambé, elle s'est, comment dire, évanouie dans la nature. Ah voilà, on les invite, on les gâte, et elles partent comme un nuage de fumée. Oh, vous croyez pas si bien dire, cher ami? Enfin, une de perdue, 10 de retrouvée. Oh, celle-là n'est pas mal non plus. Il faut dire que depuis que la guerre a pris fin, il y a beaucoup de cœurs à prendre. On se croirait dans une réserve de chasse dans laquelle il est nécessaire de faire des prélèvements pour organiser l'équilibre des espèces. Pas tout à fait, cher Henri, car cela sous-entendrait de supprimer quelques femelles pour établir l'équilibre. Justement, cher Joseph, justement, il faut s'en occuper. Oui, mais le peu d'hommes qui restent ne peut pas s'occuper du nombre de femmes restantes. Nous n'avons pas droit à la polygamie. Oh, il y a des solutions. Il faut faire feu de tout bois. Ah, peut-être. Mais comment conquérir toutes ces femmes? Regardez celle qui arrive. Oh, quelle belle surprise! Bonjour, monsieur Frémier! Eh bien, dites-moi, vous connaissez du beau monde. Mais ne vous a-t-elle pas appelé Frémier? Ah oui, absolument, cher ami. C'est-à-dire que, pour éviter que l'on me cherche des ennuis, je donne toujours un faux nom, de telle sorte que, si l'histoire tourne mal, je ne suis pas inquiété par un éventuel concurrent. Je comprends. Vous créez un nuage de fumée afin de rester anonyme. Mais c'est exactement ça. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Ah oui, je tout sais trouver un endroit d'où la fumée ne se verra pas. Et cette femme qui vient de passer, un échec alors? Ah, elle n'a pas voulu répondre à mes appels enflammés. Ah, elles n'ont pas toutes le feu quelque part. Oh, mais j'en connais qui ont brûlé d'amour pour moi. Mais dès qu'on leur parle de bonheur familial, elles se sauvent. Ah, pour sûr, dès qu'il s'agit de mettre la femme au foyer, on croirait qu'elles ont peur. Mais de quoi peuvent-elles bien avoir peur, alors que nous ne leur voulons que du bien? Eh oui, mais ce n'est pas toujours aussi simple que cela. Il faut commencer par les trouver, ensuite déclarer sa flamme. En plus, chaque fois que je leur dis qu'elles n'auront pas besoin d'aller travailler... Pas besoin d'aller bûcher? Oh, Le rêve! à propos de bûcher, mon idéal de femme, Jeanne d'Arc. Voilà une femme qui savait ce que c'était que de s'enflammer pour une cause, pour l'amour de son roi. La comparaison est osée, cher Henri. Vous maniez l'humour avec habileté. Oh, merci, cher ami, merci. Mais vous comprendrez un jour à quel point mes paroles sont lourdes de sens. Ce parc est vraiment un endroit idéal pour... Pour faire son marché. Oh, cher ami. Mais oui, toutes ces veuves nourries à coups de pension militaire de leurs soldats de mari, morts inutilement pour la gloire de la France, ils étaient poussés par des chefs bouchers qui pouvaient tuer sans cesse des milliers de personnes sans être aucunement inquiétés. Alors? Rencontrer et épouser une de ces jeunes veuves est un bon placement de père de famille. Il y en a tellement de disponibles. Il faudrait avoir le droit d'en épouser plusieurs. Oh, il faudrait surtout pouvoir en satisfaire plusieurs à la fois pour éteindre l'incendie qui brûle en nous lorsque nous les voyons. Et en plus, elles sont assez perfides pour souffler sur les braises et nous faire miroiter le paradis avant de nous envoyer brûler en enfer. Ah oui, en ce qui me concerne, je n'ai toujours pas pu me fixer définitivement sur un choix. J'hésite. Chaque fois, je les emmène à Gambé afin que nous puissions faire plus ample connaissance. Mais dès qu'elle rencontre ma cuisinière, elle préfère disparaître. Ai-je changé de cuisinière, mon ami?
embauchez-en une qui soit plus aimable. Si vous connaissiez ma cuisinière, pour rien au monde je n'en changerais. Toujours prête à rendre service. Elle est capable d'accueillir une personne entière dans le foyer et le tout sans étincelle. Par contre, des fois, elle fume et c'est contrariant pour l'entourage. Bon, enfin, de toute façon, nous ne pourrons jamais les épouser toutes, mon cher Landru. Ah non, mais ça n'empêche pas d'avoir toujours de fer au feu. Voilà. Bon, pardonnez-moi, mais je vais devoir vous abandonner. Hein? J'ai rendez-vous avec mon ami Marcel, qui est étudiant en médecine. Mais qui ça? Bah, je vous en ai déjà parlé, mon ami Marcel Petiot. On vous avait prévenu qu'il était horrible. Mais bon, il a fini à être pris et puni. Le texte suivant, on sait s'amuser à inverser les rôles. Monsieur joue madame, et madame joue monsieur. Bref, du travail de comédien. Ils sont revenus. Qui? Les spectateurs? Ben oui, pas les envahisseurs. J'ai une de ces pêches, moi, ce matin. J'ai super bien dormi. Tant mieux. Il y a des jours comme ça. J'ai dû me lever du bon pied. J'ai une de ces faims, pas toi. Non. J'ai l'impression d'avoir bouffé des amphétamines. Ça doit être le printemps. Ça ne te fait pas cet effet-là, toi? Je sais pas. J'ai jamais bouffé d'amphétamine. Ah, moi, un rayon de soleil et hop, je vois la vie en rose. T'as de la chance. J'aurais dû naître dans un pays où il fait beau toute l'année, Ça existe? sous les tropiques. Il y a la saison des pluies. Ah ouais, Ça dure 6 mois. tant que ça. Bah, pourquoi tu crois qu'ils vont tous sur la Costa Brava au mois d'août? Sous les tropiques, c'est l'hiver qui fait beau. L'été, fait un temps pourri. Au moins, il fait beau la moitié de l'année et tu sais quand. C'est mieux organisé qu'ici. Là-bas, tu te demandes pas tous les matins si tu dois prendre ton parapluie ou pas. Et quand tu le prends, tu sais que c'est pour 6 mois. Ouais. Bah, en Antarctique, c'est pareil. L'année est divisée en deux. Il fait jour en été, il fait nuit en hiver. Oh bah tu as toujours la solution d'hiberner comme les ours blancs. Ouais. Mais maintenant, avec la fonte des neiges, tu te couches fin octobre et tu te réveilles le 1er avril en train de dériver sur un iceberg au large des Canaries. Et un pays où il y a 365 jours d'été avec l'hiver réparti sur les 365 nuits. Ça n'existe pas. On s'en fout qu'il fasse beau la nuit. Oh bah, N'existe pas. oh, j'aurais dû naître sur une autre planète. Parfois, je me demande si c'est pas le cas. Oh, on dirait que ça se couvre là-bas, non? Tu crois? Regarde ces gros nuages. Le vent les ramène vers nous. Ouais, on vit dans un climat tempéré. En langage météo, ça veut dire que le pire est toujours possible. Et même probable à court terme. La météo, tu as entendu leur dernière trouvaille? Ils ne parlent plus en degrés Celsius ou Fahrenheit, mais en température ressentie. Ressentie par qui? Par les frileuses comme moi ou par ceux qui n'ont jamais froid? Par celles qui ont oublié de mettre un pull ou par ceux qui ont mis leur damar? Je voudrais bien savoir quel thermomètre mesure ça. La température ressentie. C'est comme le moral des Français. Il paraît qu'on a encore perdu 2 points cette semaine. Oh, ça me déprime. Ça y est, il flotte. Je préfère ne pas voir ça. Tiens, je vais téléphoner à ma mère pour savoir s'il fait beau à Toulouse. Qu'est-ce que je disais? Quoi? Téléphone, maison. Et pour terminer cette escapade littéraire, voici un texte de Denise Radet qui nous explique ce dont que toutes les femmes rêvent d'avoir à la maison
un mari bricoleur. Un petit coup de marteau. Un petit coup de rabot. Un petit coup de pinceau. Il pose des carreaux. Il veut tout apprendre. Il veut tout comprendre. Et il se fait prendre. Ah, sa joie si grande. De plâtre et ciment. Il a son content. La colle recollant. Les morceaux tombants. Des tenailles, des clés. Des pinceaux. Des rivets. Tout en quantité. Et du bois gâché. Pour un touche-à-tout. Enfoncer un clou. Fait un fameux trou. L'enduit est partout. Rien ne le rebute. Il va droit au but. Et il fabrique un flûte. Le casse et puis zut. Il a de la constance. Il a de la patience. Marteau et semence. Et tout recommence. C'est toujours raté. Mais tout est payé. Et il va racheter. Tout son mobilier. Voilà. Merci. Voilà, cette petite balade littéraire est maintenant terminée. Il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Merci encore de votre attention et on espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Et merci aussi à Denis pour, au CCAS, Denis, Carole pour leur accueil ici. Ah bah, quand on n'a pas répété, on bafouille. Hein. On vous dit à bientôt. En tout cas, très bientôt pour certains et certaines d'entre vous. Et à bientôt. Merci.